Bonsoir à tous, je suis Hélène de Conférencia et nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour une conférence sur Eugène Boudin. Avant toute chose, nous aimerions nous excuser pour le report de la conférence sur Marc Aurèle. Nous sommes une petite équipe et nous essayons au maximum de vous donner du contenu de qualité malgré les divers soucis techniques que nous pouvons rencontrer indépendamment de notre volonté. Nous espérons vous voir très nombreux lundi prochain. Avec plus de 45 000 fans, Conférencia est aujourd'hui la première communauté dédiée aux conférences culturelles et scientifiques en France. Nous en organisons chaque semaine dans tous les domaines du savoir, tels que l'histoire, les sciences, l'art, la philosophie. Avec ces conférences, nous souhaitons construire un endroit unique sur Internet dans lequel on vient pour s'enrichir, pour développer ses connaissances et pour discuter d'idées passionnantes avec des intervenants passionnés. Pour continuer à développer ce projet et à faire grandir la communauté Conférencia, nous avons besoin de votre soutien. Si, comme nous, vous croyez au pouvoir de la connaissance, n'hésitez pas à aimer, à relayer nos publications sur Facebook, Twitter, Instagram et à parler de nous autour de vous, sur Internet, auprès de votre entourage. Si vous souhaitez être tenu au courant de nos prochaines conférences, il suffit d'aimer la page Conférencia de Facebook et d'activer les notifications. Vous pouvez aussi nous écrire par message privé pour nous apporter vos suggestions de thématiques, d'intervenants ou encore de nous proposer une conférence. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Laurent Manœuvre, historien de l'art, spécialiste d'Eugène Boudin et des femmes artistes de l'époque impressionniste. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Eugène Boudin, La magie de l'air et de l'eau, Eugène Boudin, Les plages, ainsi que les pionnières femmes et impressionnistes. Dans la conférence de ce soir, il revient sur le parcours, l'œuvre et l'influence de cet immense artiste oublié du grand public. N'hésitez pas à poser toutes vos questions durant la conférence. Monsieur Manœuvre y répondra à la fin de son intervention. Je vais maintenant lui laisser la parole et je vous souhaite à tous une très belle conférence. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, et merci à l'équipe de Conférencia de me permettre de venir vous parler aujourd'hui du peintre Eugène Boudin, précurseur de l'impressionnisme. Alors, qui est Eugène Boudin? Je vous ai mis une petite citation. Le roi des ciels, Eugène Boudin, le roi des ciels, c'est le peintre Jean-Baptiste Corot qui, rencontrant Boudin et voyant les tableaux, les études faites par Boudin, l'aurait sacré roi des ciels. Donc, ça lui est resté. Les peintres de son vivant, d'ailleurs, ne l'appelaient pas toujours Eugène Boudin, mais ils l'appelaient le roi des ciels. Alors, les origines d'Eugène Boudin, quelles sont les origines d'Eugène Boudin? Eh bien, petite citation là encore, mais par Eugène Boudin lui-même, je vous laisse lire, hein. Boudin est né à Honfleur, est un homme qui naît à Honfleur et qui ensuite va aller faire des études au Havre. Alors, 1824, c'est la date de naissance de Boudin. Élément important, Honfleur en 1824, ça n'est pas Honfleur en 2020. Honfleur en 1824, c'est un port qui est essentiellement tourné vers l'exportation de produits agricoles venant de l'arrière-pays, la Normandie qui produit beaucoup, vous savez, une agriculture très riche. Et donc le port d'Honfleur, eh bien, c'est un petit port d'exportation, enfin petit, pas si petit, mais c'est un port d'exportation de produits agricoles, comme le montre cette peinture hein, d'un peintre romantique, peinture faite en 1823 et conservée au musée du Louvre. Et cette dimension agricole, Flaubert nous la rappelle dans Un cœur simple, quand il fait la description, elle fit le tour du bassin rempli de navires, un bateau où des voyageurs se bousculaient entre les barriques de cidre, les paniers de fromage, les sacs de grains. On entendait chanter les poules, le capitaine jurait. Donc, vous voyez, c'est bien ce port agricole, enfin à vocation d'exportation de produits agricoles, pardon, qui est Honfleur. Mais alors, Honfleur, pas de musée à cette époque, pas d'école de dessin, pas de collectionneur. Donc, un milieu assez peu favorable à une éclosion artistique pour un jeune artiste. Et donc, lorsque Boudin a 11 ans, ses parents vont traverser l'estuaire et vont aller au Havre, le port du Havre, alors sans commune mesure, là on a un port international avec des navires transatlantiques
qui sont orientés notamment vers l'Amérique du Nord, hein, beaucoup vers l'Amérique du Nord. Bordeaux, c'est l'Amérique du Sud, et Le Havre, c'est l'Amérique du Nord. Donc un port à la fois militaire, mais pas trop militaire, vraiment un port de commerce. Et là, vous avez ce tableau peint l'année même de la naissance de Boudin, et vous voyez qu'il y a à la fois, vers le centre du tableau, vous avez un navire à vapeur, c'est les débuts des navires à vapeur, et puis vous avez au premier plan un navire qu'on appelle le Passager, et qui était le navire qui faisait la navette entre Honfleur et Le Havre, puisque c'est l'estuaire de la Seine. Et particularité importante, apprécier sur cette peinture la qualité du ciel, d'esprit totalement, le traitement est d'esprit totalement hollandais. C'est une particularité de Honfleur et du Havre, ce sont ces ciels avec une lumière particulièrement changeante. Certains historiens de l'art ont tendance à dire que Boudin n'aurait pas été Boudin s'il n'était pas né dans cet environnement, s'il n'avait pas vécu dans cet environnement extrêmement lumineux avec un ciel immense et avec un ciel très nuageux et extrêmement changeant. Il faut savoir que Boudin n'aime pas du tout le ciel bleu. Pour lui, un ciel bleu, c'est sans intérêt. Il aime les ciels lorsqu'il y a des nuages, toutes sortes de nuages. Et donc, c'est bien ce que capte ce peintre, Louis-Philippe Crépin, qui est un des premiers peintres de marine français, un premier dans le temps, hein, qui est un peintre très oublié aujourd'hui et très, très important, un très joli peintre. Mais vous voyez, l'influence néerlandaise avec ce côté très lissé, très brillant, est assez sensible. Et on va voir que Boudin va à la fois apprécier ce type de peinture et s'en détacher. Donc, Le Havre, c'est une ville, je l'ai dit, un port très actif. Et lorsque Stendhal passe en 1838 au Havre, il écrit « Quand j'ai pris possession de ma chambre, le port sous ma fenêtre et l'atmosphère jusque par-dessus les toits étaient entièrement remplis par la fumée bistre des bateaux à vapeur. Les gros tourbillons de cette fumée se mêlent avec les jets de vapeur blanche qui s'élancent en sifflant de la soupape des machines. Cette profonde obscurité causée par la fumée du charbon m'a rappelé Londres. » Et il dit, et Stendhal ajoute, avec plaisir, parce qu'il aime bien tout ce qui est actif et dynamique. Alors, vous voyez, cette atmosphère proche aussi de celle de Londres, très, avec beaucoup de fumée, etc. Souvenez-vous, Impression soleil levant, le tableau qui a donné son nom à l'impressionnisme. C'est une vue du Havre, et c'est une vue du Havre dans le brouillard, parce que à cause de la pollution industrielle et des navires, eh bien, il y a une lumière très voilée au Havre, très particulière, et c'est ce qu'a peint Monet quand il va peindre Impression soleil levant. Donc, la famille Boudin s'installe sur le Grand Quai. Là, vous avez une photo de la vue du Grand Quai, à peu près au moment où la famille Boudin s'y installe. Donc, c'est avant la destruction du Havre pendant la dernière guerre, hein. Et donc, des petites maisons, sans doute assez anciennes. La famille Boudin, il faut le préciser, n'est pas du tout une famille aisée. Là encore, on a l'impression qu'aucune fée s'est penchée sur le berceau de Boudin. Vous voyez, il est à Honfleur, milieu culturel à peu près proche de néant. Je suis désolé, les Honfleurais vont vraiment m'en vouloir quand je dirais ça, mais je parle de 1824. Hein. Et donc, il arrive au Havre, et là, donc un père matelot, une mère femme de ménage sur des navires. Il a des frères et des sœurs, et en fait, il va aller très peu de temps à l'école. Il va quitter l'école à l'âge de 11 ans. Alors ça, c'est un phénomène assez particulier quand même, c'est que Boudin, toute sa vie, va énormément écrire des lettres, beaucoup de correspondances, et il a un style à la fois amusant, un style riche, extrêmement riche, et il ne fait jamais de faute d'orthographe. Et il a quitté l'école à 11 ans. Son frère un peu plus jeune, lui aussi va suivre un chemin similaire en quittant l'école très tôt, et lui écrit dans les journaux du Havre. Écrira dans les journaux du Havre. Donc, vous voyez, c'est alors qu'ils sont d'un milieu culturel, où très peu tourné vers la culture. Donc, à l'âge de 11 ans, Boudin est placé comme commis chez un imprimeur, un petit commis. Donc, mais il se trouve que plusieurs éléments importants vont jouer. D'abord, au Havre, il va y avoir un musée à partir de 1845, création du musée du Havre. Au Havre, il y a également toute une population internationale, et il y a notamment des collectionneurs, des gens qui achètent de la peinture, des étrangers, hein, des Américains. Il y a des consulats au Havre. Hein, il y a vraiment tout un milieu de commerçants, de grands commerçants, de gens fortunés, dont certains collectionnent. Alors,
ces gens sont fortunés, l'aisance du Havre vient en grande partie du coton. Et Boudin dira, plus de coton, plus de tableau. C'est parce que il y a de l'aisance dans le coton qu'il y a des gens qui vont collectionner et qui vont s'intéresser aux œuvres de jeunes artistes. Et c'est ce qui attire un peintre au Havre, c'est le peintre Jean-François Millet, qu'on connaît par l'Angélus, le fameux Angélus conservé au musée d'Orsay, mais Millet n'a pas peint que l'Angélus et n'a pas peint que des paysans, même s'il est surtout connu pour ça. Dans les années 1845, donc à peu près au moment où le musée du Havre ouvre, il vient au Havre comme portraitiste. Il va faire des portraits, assez peu de portraits, et en fait, ça marche, on va dire, de manière assez simple, ça va pas marcher, pas très bien, et en fait, il va repartir après, il ne restera pas au Havre. Mais il va se fournir chez un marchand de papier qui est à la fois encadreur. Et chez ce marchand de papier, qui trouve-t-on? Eugène Boudin. Eugène Boudin qui a la passion de l'art, c'est déjà le cas, et qui a fait des petits croquis, et il montre ses premiers croquis à Millet, et Millet lui dit « n'embrassez pas la carrière artistique ». Non pas parce qu'il considère que Boudin n'a pas de talent, mais parce qu'il considère que c'est extrêmement difficile de vivre de sa peinture, et il lui dit surtout « abandonnez la peinture, ne faites pas ça ». Mais Millet a vraiment, Boudin a vraiment le virus, et il va se lancer dans la peinture, il va faire des copies, et puis il va obtenir de la ville de Havre une bourse qui va lui permettre d'aller étudier normalement à Paris. La bourse dit qu'il doit entrer dans un atelier d'un peintre connu et puis apprendre le métier chez un peintre connu. Mais les peintres connus à cette époque, ce sont des peintres romantiques, et Boudin n'est absolument pas tenté par le romantisme. Il le dit, il note dans son journal en 1856, les romantiques ont fait leur temps, donc voilà, on tourne la page, c'est terminé. Il faut désormais chercher les simples beautés de la nature. Et c'est très tôt, c'est au moment où Courbet peint ses premiers tableaux à Paris, ses premiers tableaux réalisme. Si vous voulez, Boudin, là, est en rupture totale avec toute une tradition, et il dit, maintenant, il faut arrêter de peindre ce genre de tableau, même s'il connaît bien Eugène Isabey, et qu'Eugène Isabey, donc l'auteur de ce tableau, vous voyez, un tableau convulsif avec un incendie. Alors Baudelaire aura horreur de ce tableau, il va vraiment l'assassiner dans une critique du Salon, et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de critiques qui ont sauvé ce tableau. Bon, Isabey est un très bon peintre par ailleurs, mais ce tableau, il faut dire, est assez immense d'ailleurs, regardez, 2,42 m par 4,30 m, c'est vraiment ce qu'on appelait à l'époque une grande tartine, et c'est vraiment le romantisme à son apogée. Sauf que le romantisme est né en 1824, l'année même où Boudin lui-même voyait le jour, et que en 1858, il y a des artistes qui ne sont plus d'accord avec ce genre de peinture, qui trouvent que toutes les convulsions de la nature, que les choses dramatiques ont fait leur temps, et qu'il faut montrer autre chose. Et Boudin, au lieu d'aller étudier dans un atelier à Paris, que fait-il? Eh bien, il travaille sur nature dans l'estuaire de la Seine, autour de l'estuaire de la Seine. Et là, il note dans son journal, 3 coups de pinceau d'après nature valent mieux que 2 jours de travail au chevalet. Et là, rappelez-vous le titre de cette conférence, précurseur de l'impressionnisme. Les impressionnistes travaillent sur nature. Alors, ce ne sont pas les premiers. Depuis des générations et Isabelle Ier, les peintres travaillent sur nature. Mais, grande différence, c'est que les peintres travaillent sur nature, ils font des études et ensuite ils terminent dans l'atelier. Et ce que nous dit Boudin quand il écrit ça, c'est que finalement, le travail en atelier, c'est pas si important, même si lui, il fera aussi tous ses tableaux en atelier, il les finira en atelier, mais ce qui importe, c'est de travailler sur nature. Et il va le démontrer. Donc là, vous voyez, une de ces petites études exécuté au Poudreux. Le Poudreux, c'est un peu en amont de Honfleur, hein, c'est en bord de Seine. Et donc, il fait ce genre d'études, ce genre d'esquisses. Et il fait la navette entre le Havre et Honfleur régulièrement. Et au Havre, qui va-t-il rencontrer? Quand il était encore marchand de papier, il rencontre un certain Claude Monet, le futur peintre d'impression Soleil Levant. Monet, vous voyez, à la fin de sa vie, Boudin écrit et envoie une lettre à Monet en 97, donc pile un an avant sa mort. Hein, Boudin écrit à Monet et il lui rappelle « Vous aviez 15 ou 16 ans lorsque je vous vendais des crayons à dessiner. J'en avais 22 quand j'ai quitté la papeterie.
Donc, vous voyez, ce sont deux peintres assez jeunes. Monet est un adolescent. Alors, Boudin va dire à Monet, vous avez trop de talent et il faut que vous deveniez peintre. Pourquoi dit-il vous avez trop de talent? Parce que Monet, à l'époque, gagne sa vie, se fait des petits extras, on dirait, puisqu'il est encore collégien, se fait des petits extras en faisant des caricatures de personnalités havraises. Ici, il a représenté un certain Cassinelli qu'il baptise Croutinelli, vous voyez, peintre de croûte. Cassinelli, qui d'ailleurs a travaillé avec Boudin, sur la gauche de l'écran, vous avez un tableau qui est fait à la fois par Boudin et par Cassinelli. Et donc, Monet se moque de Cassinelli. Il n'aime pas la peinture de Cassinelli, mais il déteste, il le dira, la peinture de Boudin. Il a horreur de cette peinture, comme d'ailleurs 80% des Havrais détestent la peinture de Boudin parce qu'ils trouvent que c'est une peinture qui n'est pas une peinture suffisamment finie, suffisamment léchée, les couleurs sont trop vives, ça choque énormément. Et Boudin est le premier à être choqué. Mais il a du mal, Monet, à résister au fait que Boudin, très régulièrement, lui dit « Vous devriez quand même abandonner la caricature, parce que vous n'allez pas faire une carrière de caricaturiste, vous êtes plus doué que ça, faites de la peinture. » Et peu à peu, Monet dit « J'ai tenu toute l'année scolaire, et puis à la fin arrivent les vacances, et là, il n'a plus de prétexte pour ne pas accompagner Boudin, et donc il accompagne Boudin, et tous les deux vont travailler en plein champ, ce que dira Monet. Et Monet rappellera ma mère qui commençait à s'inquiéter sérieusement de mes fréquentations, et qui me voyait perdu dans la société d'un homme aussi mal noté que Boudin. Donc, vous voyez, Boudin au Havre, ça n'est pas très bon, hein, l'ambiance n'est pas excellente et il n'est pas extrêmement apprécié par ses peintures. D'autant qu'on lui avait donné une bourse pour aller étudier à Paris et on pensait qu'il allait revenir avec un métier très académique. Or, pas du tout. Il regarde du côté des peintres de l'école de Barbizon et il fait une peinture qui, à l'époque, n'est pas du tout appréciée. Donc, vous voyez, les deux hommes, Monet et Boudin, vont tous les deux travailler côte à côte et je vous ai mis deux œuvres, l'une par Boudin à droite et l'autre par Monet à gauche. Vous voyez, ils sont tous les deux devant le même motif. Ils ont pris un point de vue un peu différent. Monet s'est un petit peu rapproché et tous les deux travaillent sur le même motif. Et Monet dira que, en voyant travailler Boudin, ça va être un peu comme Saint Paul sur le chemin de Damas, vous savez, il a une révélation et il va décider de devenir paysagiste. Bien plus, élément très important, Monet dira à la fin de sa vie, 1920, Monet meurt en 1926 et Boudin est mort depuis 1898. Donc, vous voyez, Monet ne doit plus rien à Boudin en quelque sorte et il dit « J'en étais arrivé à être fasciné par ces pochades, c'est celle de Boudin, hein, fille de ce que j'appelle l'instantanéité. » Les pochades, c'est des tableaux faits extrêmement rapidement. Et Monet utilise le mot instantané, instantanéité. Ça veut dire l'instant. L'instant très bref, voilà une de ces études faites au moment où Boudin donne des leçons, en quelque sorte, à Monet. Et je vous le rappelle, nous sommes au bord de l'estuaire de la Seine et la lumière change à une vitesse phénoménale. Si vous connaissez bien cet estuaire, vous savez que d'heure en heure, voire de minute en minute, la lumière change. Et donc, tout le travail de Boudin, c'est de capter cet instant lumineux. Alors, Michel Butor, l'écrivain, dira que Monet n'était pas un œil, il était une prodigieuse mémoire, parce que ce qu'il peint, c'est déjà disparu. Et on pourrait dire de la même chose de Boudin. Au moment où Boudin finit son étude, l'effet lumineux a déjà disparu. Et donc, c'est une prodigieuse mémoire d'un instant particulier. Et c'est complètement nouveau. Toute la peinture, depuis le XVIIe siècle, misait sur l'intemporalité, sur l'éternité. Et d'un seul coup, voilà que notre Normand Boudin arrive et dit « Non, tout ça, c'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est l'instant présent, très bref, très fugitif dans son apparence la plus délicate et la plus impalpable en quelque sorte. » Donc, vous voyez, c'est une véritable révolution. Et que vont faire les impressionnistes? Eh bien, ils vont s'inspirer de cette leçon de Boudin. Et vous voyez, Monet, là encore, c'est un peintre arrivé qui parle, il est interviewé par un journaliste et il dit « Tout le temps de mon séjour à Paris, parce qu'après le Havre, il va aller à Paris, séjour qui durera 4 années et qu'entrecoupèrent d'ailleurs de fréquents voyages au Havre, c'est sur les conseils de Boudin que je me réglais. » Donc, vous voyez, au moment où Monet, en quelque sorte, découvre son métier, au moment où il va décider de vraiment s'orienter vers la peinture de manière pour en faire son métier, eh bien,
il prend tous ses conseils auprès de Boudin. Donc, c'est un élément vraiment très important. Et alors, pour preuve, vous avez là encore deux études, une faite par Boudin à gauche et l'autre faite par Monet. Et celle de Boudin est sans doute antérieure, mais vous voyez, il y a le même esprit. Alors, celle de Monet est un peu plus grande, que celle de Boudin est un petit panneau, mais vous voyez, ce sont des barques de pêche en Fleurès, hein, mais ce sont le même esprit, on a le même esprit chez ces deux artistes. Et alors, une personnalité importante du monde de la littérature, des lettres plus exactement, va découvrir le côté extraordinairement novateur de Boudin, et cette personnalité, c'est Baudelaire. Pourquoi Baudelaire? Comment Baudelaire découvre ce qu'il va appeler des beautés météorologiques, en parlant des œuvres de Boudin? Eh bien, Baudelaire a un peu les huissiers à ses trousses, il a quelques difficultés à la fin de l'année 1858, et au début de l'année 1859. Et que fait-il? Il se réfugie chez sa mère, Madame Aupic, qui a une maison à Honfleur. Alors la maison n'existe plus parce que la falaise est tombée et la maison avec aussi depuis. Mais donc, Baudelaire vient à Honfleur, il va écrire plusieurs poésies, dont Le Port, des odes aux nuages, justement. C'est là aussi, Baudelaire va découvrir les nuages et va écrire des poésies sur les nuages quand il est à Honfleur. Et vous savez que Baudelaire s'intéresse à tout ce qui est curiosité esthétique, il s'intéresse à tout ce qui est artistique, et il va rencontrer Boudin. On ne sait pas trop comment ça se passe, est-ce qu'il a vu Boudin travailler sur le port du Havre, etc. Toujours est-il que Boudin invite Baudelaire dans son atelier dans lequel il y a une vue, paraît-il, imprenable sur la baie de Seine, en tout cas c'est Boudin qui le dit, et Baudelaire est absolument fasciné par les études au pastel faites par Boudin, aussi de ces fameuses études faites par Boudin à ce moment-là, et Baudelaire fait un compte-rendu du salon. Vous savez que le salon, c'est le grand moment artistique de l'année à Paris, c'est là où les peintres montrent leurs œuvres. Boudin a une œuvre assez médiocre d'ailleurs, qui est accepté en 1859, et Baudelaire évacue très rapidement ce tableau, et il écrit un très long paragraphe sur les pastels de M. Boudin, vus dans son atelier de Honfleur, et où il va vraiment le premier formaliser cette vision nouvelle, enfin cette nouveauté dans l'œuvre de Boudin, c'est-à-dire l'instant, la beauté météorologique, et il parlera même d'une ivresse. Il dira qu'à la vue de certains de ces pastels, il éprouvait une ivresse telle que celle provoquée par l'opium. Donc, vous voyez, et on peut comprendre quand on voit ces œuvres, cet autre pastel de Boudin, pourquoi Baudelaire a pu écrire ces lignes. Donc, voilà, sur en quelque sorte, les fonds baptismaux du peintre Boudin se sont penchés, même s'il n'a pas eu de fait dès sa naissance, mais très tôt, il a eu Baudelaire. Très peu de temps après, il va rencontrer Courbet également. Et puis, il va initier le jeune Monet à la peinture. Alors, je vais faire un petit passage sur la manière de composer les œuvres faites par Boudin. Boudin, même s'il peint sur le motif, il ne faut pas imaginer que, pas plus d'ailleurs que les impressionnistes que Boudin, qu'ils se posent à un endroit et puis hop, ils font leur peinture comme ça sans réfléchir. En fait, leurs compositions, elles sont réfléchies, elles sont travaillées par avance. Boudin est un dessinateur immense. Il y a le fonds d'atelier de Boudin au musée du Louvre, 6400 dessins, dont un tiers dessinés des deux côtés. Donc, vous voyez, on a l'impression qu'il passait sa vie à dessiner, sa vie à peindre. Donc, ce sont des artistes qui travaillent énormément. Autre peintre important de cette époque, qui lui aussi va faire la rencontre et de Boudin et de Monet, c'est un Néerlandais qui est venu, souvenez-vous Isabelle tout à l'heure, vous vous souvenez le steamer Austria, là, ce tableau extrêmement romantique, Isabelle rencontre un jeune artiste en Hollande et il lui dit vous devriez venir à Paris. Ce jeune artiste, c'est Jonkind, donc qui va être l'autre père de l'impressionnisme. Boudin et Jonkind sont, on l'appelle couramment pré-impressionnistes, mais sont les pères de l'impressionnisme. Tous les deux vont se pencher sur les débuts de Monet. Et Monet va être très rapidement influencé par Jonkind. Après avoir été très influencé par Boudin, dans un second temps, il est influencé par Jonkind. Alors, ça se perçoit dans la manière de composer. Regardez, il
Jonkind, tableau de Jonkind, une vue de Honfleur. Traditionnellement, dans la peinture hollandaise, et Jonkind est néerlandais, il a appris la peinture en Hollande, eh bien, on donne l'impression de profondeur grâce à ce qu'on appelle des lignes de fuite. Vous voyez ces lignes qui vont vers le fond du tableau. Je vous les ai soulignées en rouge. Donc, vous voyez, on a à la fois des diagonales, on a beaucoup de diagonales et des lignes de fuite, et ça donne l'illusion de profondeur. Que fait Monet, très peu de temps après avoir rencontré Jonkind? Eh bien, lui aussi va avoir ces lignes de fuite. Et vous voyez cette composition totalement rayonnante, on a l'impression d'une sorte de soleil qui éclaire, mais vous avez toutes ces lignes de fuite qui creusent la composition de manière arbitraire en quelque sorte. Vous voyez, c'est Van Gogh composera exactement de cette façon-là. Si vous voyez bien les tableaux de Van Gogh, vous avez très systématiquement cette manière de creuser la composition, de donner l'impression de profondeur. Chez Boudin, extrêmement différent, le parti pris est extrêmement différent. Vous voyez, tout ça, ce sont des tableaux peints la même année ou à 1 ou 2 ans près. Voilà Boudin quand il peint Trouville. Et vous voyez, il y a très peu de lignes de profondeur. Vous avez presque exclusivement des horizontales, et quelques verticales. Et vous avez, de ce fait, une composition beaucoup plus posée, beaucoup plus calme. De qui Boudin a-t-il hérité ce type de composition? Eh bien, de Corot, évidemment, qui est le maître absolu pour Boudin. Et vous voyez cette vue de Corot, de ce tableau de Corot qui est conservé au musée du Havre. Eh bien, vous voyez, là aussi, vous avez des horizontales, vous avez quelques diagonales, mais très estompées. Et pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que toute la difficulté, quand on compose de cette façon-là, ce qu'on appelle une composition en frise, c'est de créer l'illusion de la profondeur. Et comment créer l'illusion de la profondeur? Eh bien, on la crée grâce à une qualité de couleur et de lumière qui donne l'impression de profondeur. Et c'est ce que Boudin va utiliser dans ses scènes de plage. Scènes de plage, alors Boudin, scène de plage, indissociable, de nom indissociable. Donc, dans les années 1860, Boudin arrive à Trouville, s'installe un peu à Trouville, puisqu'il est de Honfleur, il aime beaucoup Trouville, il va à Trouville. Et que se passe-t-il à cette époque? Eh bien, il se passe que le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, fait une opération foncière à Deauville et va lancer la plage de Deauville. Et toute la grande bourgeoisie et la cour impériale viennent prendre le frais sur la plage de Deauville et de Trouville pendant l'été. Et Boudin va se dire, là, il y a un filon, je pourrais faire de l'argent avec ce genre de sujet. Et donc, il va peindre ce genre de sujet. Et vous voyez que là encore, on a cette composition en frise avec des horizontales, surtout, qui dominent. Monet, lui, va continuer à peindre, vous voyez, tableau de Monet, là, on a toujours ces deux jetés de Trouville qui creusent vraiment la composition. Mais par la suite, après 1870, Monet va revenir à des compositions proches de celles de son maître parce qu'il va vraiment se focaliser moins sur les effets créés de profondeur, etc., que sur la qualité de la lumière. Vous voyez, ils ont la même préoccupation et il abandonne ce type de composition un peu dure, un peu froide, un peu objective, pour quelque chose de beaucoup plus velouté, de beaucoup plus sensible et qui est totalement proche de l'œuvre de Boudin. Et évidemment, l'apothéose de ces compositions en frise, eh bien, c'est à l'Orangerie des Tuileries, les bassins des Nymphéas, tableau gigantesque, alors 2 mètres par 12 mètres 75 pour ce panneau, et chacun a cette taille. Donc, vous voyez des compositions extrêmement calmes, extrêmement planes, où on n'a même plus de ciel d'ailleurs, on n'a plus que les reflets. Et là, vous voyez, chez Monet, on n'a que de l'eau. On a des reflets, on n'a que de l'eau. Alors ça, c'est un point particulier chez Boudin. Regardez, je vous ai mis des petites flèches sur le côté droit de la composition. Regardez l'importance jouée par le ciel chez Boudin. Vous voyez, 3/4 du tableau, le ciel. Manet, quand il va au bord de la mer et qu'il peint des plages, vous voyez que le ciel, il est plutôt aux portions congrues. Hein. Et chez Monet, pareil. Parce que Monet, c'est le peintre de l'eau par excellence. En tout cas, on va en revenir aux plages maintenant, puisque quittons le sujet des compositions et revenons-en aux plages. Donc, Boudin va tenter de vendre ses plages. Alors ça, c'est
manifestement, là, ce pastel que vous voyez, qui est conservé au musée Marmottan-Monet, qui vient de la collection de Monet, c'est certainement la première scène de plage peinte par Boudin, en tout cas dessinée au pastel. Et donc, c'est vraiment c'est une de ses premières œuvres, 1860, vous voyez, c'est la plus ancienne, scène de plage. Et Boudin dira, je ferai autre chose, mais je serai toujours le peintre des plages. Et quand il peint les plages, à qui pense-t-il? Il pense très vraisemblablement à Baudelaire. Baudelaire qui écrivait « La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable ». Donc, vous voyez, Boudin, il est dans le transitoire, le fugitif, le contingent. Et la mode, selon Baudelaire, fait partie du transitoire et du contingent. Donc, Boudin se lance, il expose au Salon à Paris des scènes de plage, première scène de plage, et il ne la vend pas. Là, il est très proche de Manet. Vous savez, Manet avait peint la musique aux Tuileries en 1862. Nous sommes, chez Boudin, nous sommes en 1865, mais il a peint ses premières plages en 1862. Donc, vous voyez, à ce moment-là, Manet, il y a de quoi s'y tromper, Manet et Boudin sont sur les mêmes préoccupations. Comment peindre des figures en plein air? Donc, chacun cherche une solution pour le faire. D'ailleurs, dans ce tableau de Manet, vous savez qu'il y a une représentation de Baudelaire. Donc, c'est tout un monde qui se connaît, qui évolue dans un même milieu. Et Boudin pourrait vraiment chercher à vendre ses tableaux. Que fait-il? Eh bien, comme le duc de Morny lance Deauville, donc on fait construire des villas, mais il fait construire une gare, mais il fait construire un casino. Inauguration du casino avec toutes les grandes dames de la cour impériale. Et Boudin est sur les lieux, en tout cas pas parmi les invités, mais un peu en retrait, et il va peindre l'inauguration du casino de Deauville. Et dans une lettre, il le dit, j'espère que Morny va acheter mon tableau. Manque de chance, Morny meurt juste quelques semaines avant l'inauguration du salon. Et ce tableau, de même que celui que je vous ai montré précédemment, l'autre grande plage, de même que cette plage-là, eh bien, après la mort de Boudin, l'exécuteur testamentaire de Boudin va les trouver roulés au fond d'une armoire dans l'atelier de Boudin. Preuve que ça a été un bide, si je peux me permettre, on dirait un bide total, ces histoires de plage. Alors que le nom de Boudin va rester indissociable de celui des plages. C'est paradoxal. Mais ce sont les années 1930 qui vont porter Boudin comme peintre des plages. Et ce tableau que vous avez sous les yeux, par exemple, il sera acheté. Donc, ce tableau, il va être gardé par l'exécuteur testamentaire de Boudin. L'exécuteur testamentaire de Boudin meurt dans les années 20, et qui va acheter ce tableau? Jeanne Lanvin. Jeanne Lanvin, la créatrice de mode, extrêmement sensible à la fois au côté au côté fugitif de cette peinture et évidemment aux crinolines, évidemment aux effets de couleur et aux effets picturaux. Alors, Boudin décline sur tous les tons, à l'aquarelle. Il fait là aussi dédicace à Berthe Morisot un petit tableau qui représente évidemment un déjeuner sur l'herbe. Vous voyez, c'est un clin d'œil, preuve qu'il est proche de Manet et qu'il suit ce que fait Manet. Il va à Argenteuil, il peint les régates, et puis il peint ses plages, et vraiment, ça ne marche pas du tout. Et en 1870, arrive la guerre, et il retrouve Monet à Trouville. Monet subit de nouveau l'influence de Boudin, alors qu'il était très yonkin depuis quelques années. Là, il est avec Boudin au mois de septembre et octobre 1870 à Trouville, et Monet, à son tour, peint des scènes de plage. Et il n'est pas vraiment sur la plage, parce que sur la partie droite, vous voyez l'agrandissement, et que voyez-vous dans la matière picturale? Des petits grains de sable. Donc, preuve que Monet a bien peint ce tableau, et qu'il y avait du vent ce jour-là à Trouville, et qu'il l'a peint sur la plage. Donc, après 1869, Boudin va tourner la page des scènes de plage presque exclusivement, et s'il continue à peindre des scènes de plage, ce sont des petits tableaux et qu'il garde en réalité pour des amis ou qu'il dédicace à des amis, comme ici, il a des amis qui viennent à Trouville, et il peint les enfants de ses amis et il offre le tableau sur un tout petit panneau. Vous voyez, il a abandonné tous ces sujets-là. Et très curieusement, ce peintre préoccupé de lumière de bord de mer, il est reconnu à ce moment-là par tout le monde comme le peintre de la lumière du bord de mer, eh bien, va s'intéresser à l'obscurité. Pour deux raisons. Première raison, il semble que pour mieux comprendre les effets de la lumière solaire, il ait besoin de passer par l'ombre. Ça, c'est un point. L'autre point, il épouse, nul n'est parfait, il est normand, et il épouse une bretonne. Vous imaginez un peu le sujet. Donc,
mais tout se passera très bien dans leur vie, je vous rassure. Et donc, Boudin va dans sa belle famille. Et sa belle famille est une famille de paysans du Finistère. Et il va découvrir les intérieurs bretons. Il faut penser qu'à l'époque, la Normandie est très prospère et que la Bretagne n'est pas du tout prospère et c'est un milieu très austère. Et Boudin le découvre et il le découvre en disant mais il n'y a pas de cidre, ils ne font pas de cidre, ils boivent de l'eau ou du lait alors qu'il y a des pommiers partout. Et puis ils mangent des crêpes toute la journée, enfin tout le temps. Vous voyez, Boudin est un peu surpris de cette vie austère et pour autant il est séduit par cette vie austère. Et il va passer par toute une période de gris, de peinture de gris. Il peint des nocturnes, il peint dans les Côtes d'Armor aussi, vous voyez, toujours des vues assez nocturnes. Et il va aller à Bordeaux. Alors Bordeaux, c'est le début des voyages. Boudin va commencer à voyager. Et Bordeaux, clairement, si vous voulez, Boudin, dans le genre normand-chauvin, il n'y a pas mieux. Chaque fois qu'il va quelque part, il compare toujours à Trouville et il finit toujours par dire c'est quand même pas si terrible. À Bordeaux, il dit ah, c'est horrible, il y a des moustiques, et puis on nous a vendu sous prétexte de vin une horrible piquette, etc., etc. Enfin bref, il est tout le temps en train de grogner. Mais pourquoi est-ce qu'il va à Bordeaux? Parce qu'il y a des collectionneurs, maintenant il commence à être connu non plus comme peintre de plage, mais comme peintre de port, et des collectionneurs lui disent venez peindre des vues de Bordeaux. Donc il va à Bordeaux et il va aller aussi beaucoup dans le Nord. Bordeaux, c'est juste une petite visite, mais il va aller dans le Nord. Et pourquoi? Parce qu'il il écrit lui-même, c'est un voyage coûteux pour nos faibles ressources, parce qu'il ne gagne pas d'argent. Hein. Alors, j'ai oublié de vous dire, toute la carrière de Boudin, ou quasiment toute la carrière de Boudin se déroule pendant ce qu'on a appelé, pendant une considérable crise économique. Il y a une crise économique qui va commencer au lendemain de la première exposition impressionniste. Enfin, elle commence en 1872, donc 2 ans avant la première exposition impressionniste. Mais ses effets vont se faire sentir dès 1874, donc dès la première exposition impressionniste à laquelle participe Boudin, première exposition impressionniste à laquelle participe Boudin. Et elle va durer jusqu'en 1896. Et Boudin meurt en 1898. Donc, si vous voulez, Boudin va, jusque vers la fin de sa vie, va tirer le diable par la queue tout le temps. Au point que il dit que sa femme lui dit d'économiser la peinture. Il fait très attention de pas trop gratter ses tableaux pour pas perdre de peinture parce que la peinture, ça coûte cher. Il y a des dessins qui sont il récupère les programmes du Casino de Deauville et il fait des dessins sur le revers de la couverture. Enfin, vous voyez, tout, il explique comment il récupère tous les papiers possibles et imaginables parce qu'il n'a pas d'argent. Alors, par comparaison, on a toujours, je reviens quand même en arrière, par comparaison, on a beaucoup parlé de Monet, vous savez, Monet qui tirait le diable par la queue, etc. C'est vrai, hein, Monet a tiré le diable par la queue, mais Monet a toujours vécu comme un grand bourgeois, ce qui n'était pas le cas de Boudin. Boudin se prive et vraiment, Monet ne sait pas se priver. Monet il gagne énormément d'argent. Si vous regardez les carnets de comptes de Monet, il vend très bien ses tableaux et il gagne beaucoup d'argent. Mais quand il va vivre avec Madame Hochdé, Madame Hochdé, elle s'habille chez le couturier Woerth à Paris. Donc, une robe chez Woerth, c'est minimum 1500, c'est même on est plutôt dans l'ordre de 15 000 francs quand un tableau se vend 1000 francs, vous voyez. Et donc, le Monet, quand il sera un peu plus tard à Giverny, va avoir un chauffeur, il aura des voitures, il aura des jardiniers. Donc, si vous voulez, c'est un homme, un grand bourgeois, il est d'un milieu de bourgeoisie aisée et il a toujours l'habitude de vivre au-dessus de ses moyens, pourrait-on dire, et de ne pas se priver, même en tant que peintre. Et donc, il lui faut de la peinture, etc. Et il demande, donc il appelle à l'aide. On a surtout retenu ces appels à l'aide sans voir que il vivait bien au-dessus de ses moyens et qu'il n'a pas tant que ça tiré le diable par la queue, contrairement à Boudin. Bon, passé ce moment, je ne voudrais pas vous tirer les larmes des yeux, mais continuons avec les ciels du Nord. Donc, Boudin va aller visiter les ciels du Nord parce qu'il le dit, il faut varier ses produits, peindre toujours la Normandie, c'est bien, mais les gens veulent voir autre chose. Une des plages qu'il va vraiment aimer particulièrement, c'est la plage de Berck-sur-Mer, où il va venir très régulièrement, où il va faire des tableaux absolument merveilleux de sérénité, à la fois le départ des pêcheurs, c'est vraiment une grande plage de sable comme il les aime, avec beaucoup de ciel, vous voyez, et la vie des pêcheurs qu'il apprécie particulièrement. Et il va aller en Hollande, et là, la Hollande, alors, attendez, il râle tout le temps, hein. Dans ses lettres, il est à Berck, et il y a du vent et c'est pas possible, et il y a du sable, on peut pas travailler, et voilà, il y a trop de pluie. Il va en Hollande
Alors en Hollande, ben, il y a des bateaux qui passent et ça dérange les reflets sur la Meuse, donc c'est pas possible, on peut pas travailler, la nourriture est infâme. Enfin, vous voyez, il est tout le temps en train de râler. Et pour autant, ça n'empêche pas. Alors ça aussi, c'est un élément important chez Boudin. Vous voyez, je vous ai dit, il tire le diable par la queue. Il a une vie de chien réellement, réellement. Hein. Et ça ne se perçoit absolument pas dans ses peintures. Et il le dit lui-même, quand il se met à son chevalet, il doit oublier toutes ses difficultés, tous ses problèmes, et il veut donner du plaisir, il veut donner du bonheur, il veut donner de la lumière. Et c'est son choix. Alors, jusqu'en 1881, on se méfie beaucoup de lui. Tous les ans, le jury du salon étudie ses tableaux, on l'accepte, mais puis en 1881, il expose ce tableau, le tableau que vous avez sous les yeux, et là, tous les critiques unanimes disent « Ah, mais c'est un chef-d'œuvre ». Et d'un seul coup, Boudin va devenir le peintre apprécié. Alors, il va également à Avil, vous voyez, petit clin d'œil aux cathédrales de Monet, hein, mais bien avant Monet. Alors évidemment, moins ambitieux que les cathédrales de Rouen de Monet, mais quand même, c'est intérêt pour l'architecture et les effets de la lumière sur les architectures. Et puis, il va aussi à Étaples, il va à Dunkerque, dans la région de Dunkerque. Alors à Dunkerque, évidemment, il fait trop froid, il attrape mal aux oreilles. Enfin c'est vraiment, si vous voulez, en permanence des plaintes et des plaintes. Et que fait Boudin dans tous ces lieux? Il fait ce qu'on peut appeler des variations. C'est très important parce que je parlais des cathédrales de Monet à l'instant. Vous savez que les cathédrales de Monet, les cathédrales de Rouen de Monet, comme les meules de Monet, ce sont différents moments, le même motif vu à différents moments du jour, différents moments lumineux. Eh bien, ce que Monet va appeler des séries. Eh bien, Boudin a en quelque sorte initié les séries avec ce qu'on peut appeler les variations. Par exemple, le port du Havre, l'entrée, les deux tableaux, vous allez voir, celui-ci et le suivant, ont été exposés la même année, les deux l'un à côté de l'autre, au salon. Donc, vous voyez, c'est deux moments, même port, deux moments. Et la plage de Deauville, parce que Boudin, à l'époque, Deauville, il faut savoir que la plage de Deauville, la station de Deauville est complètement en perte de vitesse, le terrain y est très bon marché, et Boudin achète un petit terrain, à partir du moment où il va avoir un peu d'argent, après 1881, il achète un petit terrain dans les dunes et il se fait construire une petite maison, modeste, pas du tout la maison qu'on vous dit aujourd'hui être celle de Boudin à Deauville, c'est pas du tout l'original. Elle est au même endroit, mais elle a été reconstruite. Celle de Boudin, c'était une petite maison en bois, très modeste. Mais donc, il est sur la plage et il peint la plage à différents moments, avec différentes lumières, vous voyez, et il va travailler toujours, il en revient toujours à la Normandie. Mais, à un moment, pour des raisons de santé, on l'envoie dans le Midi. Et là, dans le Midi, alors il va bien râler un peu parce qu'il y a du Mistral, c'est pas tant bien que ça, mais quand même, il doit convenir que même en mois de février, il peut travailler sur le motif et même terminer, et c'est la première fois qu'il termine ses tableaux sur le motif. Et donc, il va à Antibes, il va vraiment explorer toute la région et il dira que, vous voyez, c'est au Midi qu'il faut demander sa lumière. Là, ça va être, alors c'est assez tardif, hein, on est dans les années 1890, on a un artiste âgé maintenant et qui est vraiment vers la fin de sa carrière. Mais il dit que en revenant du Midi, il ne pourra plus jamais peindre de la même façon. Et puis, ça le tente depuis toujours, il rêvait d'aller à Venise. Eh bien, il va le faire, il va aller à Venise, et là, nouveau sujet de déboire, il ne peut pas planter sa petite ombrelle puisqu'il y a des pavés partout, et donc il est obligé de travailler en plein soleil, et il fait chaud, et c'est pénible. Mais pour autant, il va peindre un certain nombre de tableaux, de vues de Venise. Alors, à l'époque, il a très peur parce qu'il y a un autre peintre de Venise qui est considéré comme le peintre de Venise, qui est Ziem, le peintre Félix Ziem, et tout le monde ne jure que par Ziem, Venise égale Ziem, Ziem égale Venise. Et Boudin hésite un peu, mais il y a quand même un article dans le Figaro à l'époque en disant Monsieur Boudin est à Venise, il peint des tableaux, etc. Alors c'est le marchand des impressionnistes, Durand-Ruel, qui est en train de faire un peu de teasing, vous savez, avant que Boudin revienne. Et Boudin montre pas tout de suite ses tableaux, etc. Et puis il va les exposer. Énorme succès. Alors, le tableau que vous avez sous les yeux est au musée des Beaux-Arts de Reims et c'est un tableau une petite étude que Boudin a toujours refusé de vendre. Il l'a gardé jusqu'à sa mort. Elle était dans sa chambre, encadrée dans sa chambre. Et à sa mort, eh bien, Henri Vanier, qui était le directeur d'une maison de champagne, de Champagne-Pommery pour le citer, qui était un très fin collectionneur, qui connaissait Boudin, qui lui a acheté des tableaux. Et à la vente après le décès de Boudin, Henri Vanier va acheter 7 vues de Venise ainsi qu'une autre. Alors, nous sommes dans les années 90 et vous savez qu'en peignant la lumière de Normandie, que constate Boudin? Il constate que la lumière a tendance
à dissoudre les contours. C'est ce qui a choqué dès le début sur ces scènes de plage. Pourquoi est-ce que ces scènes de plage n'ont pas marché? Un de ses amis de Boudin, qui n'était pas peintre, lui dit « Une femme vous pardonnera de ne pas avoir bien peint le ciel, elle ne vous pardonnera jamais de ne pas avoir peint de manière fidèle son ombrelle. » Donc, vous voyez, et Boudin, il ne peint pas l'ombrelle de manière fidèle. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'atmosphère, des taches de couleur, etc. Et les critiques, d'ailleurs, le disent, il peint des taches de couleur, ça ne va pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on attend. Les personnes qui s'achètent des robes chez les grands couturiers n'ont pas envie de les voir bâclées sous le pinceau de Boudin. Vous voyez, elles veulent que tous les petits rubans, et Dieu sait s'il y en a à l'époque, tous les petits détails de la robe apparaissent. Or, c'est pas ce que peint Boudin. Boudin, lui, il peint un effet atmosphérique. Et à force de travailler sur le motif et de voir que la lumière dissout les formes, il va peindre de plus en plus par tâches. Alors, c'est un élément important parce que le peintre Raoul Dufy, autre Normand, né au Havre, qui à un moment va retrouver l'exemple de Boudin, qui connaît bien l'œuvre de Boudin, va faire la même constatation. Et vous savez que dans l'œuvre de Dufy, vous avez beaucoup de ces taches de couleur de manière arbitraire. Et Boudin l'observe et de plus en plus, les formes se désintègrent. Vous voyez pourquoi je vous ai mis cette étude de troupeau. Alors, si vous aimez les études de troupeau, ne ratez pas surtout le musée Malraux au Havre, qui a une superbe collection et un mur entier d'études de troupeau par Boudin. Mais voyez, il faut regarder à quel point nous sommes dans les années 1880, donc très tôt. Monet n'a pas encore commencé ses séries. Regardez à quel point Boudin ramène les choses à quelques taches de lumière. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous mettre ce tableau de l'un des deux inventeurs de l'abstraction, Mondrian, mais voyez qu'avec Boudin, on était dans les années 80, et Mondrian reprend les choses en état en 1905, vous voyez, et il va inventer l'abstraction en 1910. Donc, vous voyez à quel point Boudin a été précurseur, sans le savoir évidemment, de toute une peinture, de toute une évolution de la peinture au cours du XXe siècle. Dufy d'un côté, Mondrian de l'autre côté. Alors, il va faire d'ultimes voyages parce que Boudin est très malade, il est très affaibli, il a perdu sa femme, mais il a une gouvernante qui va veiller sur ses derniers jours et qui va l'amener à aller dans des lieux où il avait toujours voulu aller. Et elle l'emmène refaire un petit tour en Bretagne, dans sa Bretagne qu'il avait aimé, à la fois aimé et puis un peu décrié. Donc, vous voyez, elle va l'emmener à la Pointe du Raz et vous voyez ce tableau qui est conservé au Havre et où Boudin peint vraiment de manière extraordinairement synthétique. Bon, c'est une étude, peut-être l'aurait-il terminée, on ne peut pas savoir. En tout cas, il l'avait gardé dans son atelier et il a gardé cette peinture comme ça et on l'a trouvé, cette peinture, dans son atelier et son frère l'a donnée au musée du Havre à la mort de Boudin. Et puis, il y a cet autre tableau. Alors là, j'abuse encore pendant 3 minutes de votre patience sur la petite histoire de ce tableau. Que s'est-il passé avec ce tableau? Si vous regardez bien sur la partie gauche, mais vous avez peut-être du mal à le lire, il y a une signature Claude Monet. Et c'est pas en fait ça n'est pas une signature, en fait c'est un cachet. Vous savez, quand un artiste meurt, eh bien toutes les œuvres qui sont trouvées dans son atelier, ça a été le cas pour Boudin, les héritiers ou les ayants droit mettent un cachet pour qu'on distingue les œuvres signées de l'artiste et celles qui ont été trouvées dans son atelier. Et donc le fils cadet de Monet, Michel Monet, trouve ce tableau dans l'atelier de son père. Et le trouvant dans l'atelier de son père, il met le cachet Claude Monet. Et puis, depuis toujours, et il le donne au musée d'Honfleur. Et tout le monde dit c'est Monet, c'est Monet, c'est Monet, c'est Monet, c'est Monet. Et puis, quand même, les spécialistes de Monet disent c'est Monet, mais c'est bizarre, on ne voit pas trop comment on le met à l'époque de Monet. Et à l'époque, avec l'ancienne conservatrice du musée Eugène Boudin à Honfleur, avec laquelle je travaillais très régulièrement, depuis toujours, on se dit c'est pas Monet, c'est Boudin. Et donc, on a travaillé en 2013, on a fait des recherches, on a trouvé d'autres tableaux et on a pu démontrer que une dernière fois, Monet se rend à l'hôtel du Dauphin, à Honfleur, peu de temps avant sa mort, et il peint le marché, il le dit, et il va peindre ce tableau, et il va l'offrir, ou il ne l'a pas offert directement, ou après sa mort, Monet va demander un tableau, parce qu'il y a eu un échange de lettres dans lequel Monet et Boudin s'étaient promis d'échanger des tableaux, et Monet aura ce tableau. Et donc, le fils de Monet, ignorant cette histoire, va mettre le cachet. Donc, on a réattribué le tableau. Alors, on a pu le faire, ça a été admis par tout le monde. Évidemment, là, je vais rentrer dans quelque chose d'un peu économique. Une personne m'a dit, vous avez pu le faire sans contestation parce que c'était une œuvre d'un musée. Si ça avait été l'œuvre d'un particulier,
vous auriez eu peut-être un peu plus de mal. Et évidemment, quand un tableau a la cote de Monet et que vous dites d'un seul coup, c'est un tableau de Boudin, vous voyez, la cote, elle a tendance à tomber. Donc, je me mets à la place du propriétaire, vous retirez peut-être 1 ou 2 zéros sur le chèque, c'est un peu gênant. En revanche, si vous avez un tableau qui était donné de Boudin et que vous dites qu'il est de Monet, là, vous regagnez 2 zéros sur le chèque et c'est quand même nettement mieux. Mais bon, nous, notre rôle, historien de l'art, c'est d'être totalement intègre et intransigeant par rapport à ça et de dire, bah, écoutez, nous, voilà, on a les preuves, on vous dit que ce tableau, ça n'est pas Boudin, c'est Monet. Et donc, en conclusion, Boudin, vers la fin de sa vie, 11 ans avant sa mort quand même, écrit, donc, si plusieurs de ceux que j'ai eu l'honneur d'introduire dans la voie, comme Claude Monet, sont emportés plus loin par leur tempérament personnel, ils n'en me feront pas moins quelques reconnaissances, comme j'en ai dû moi-même à ceux qui m'ont conseillé et offert des modèles à suivre. Et Monet, tout à fait à la fin de sa vie, à un moment où il est interviewé par le biographe qui va écrire la grande biographie de Monet, déclare « J'ai dit et je le répète, je dois tout à Boudin et je lui suis reconnaissant de ma réussite. » Le Monet qui parle à ce moment-là est le peintre qui a peint les Nymphéas aux Tuileries, etc. C'est vraiment un peintre arrivé, reconnu. Et donc, vous voyez, hommage du vieux maître à celui qui lui a ouvert les yeux à ses débuts. Alors, pour en savoir plus, j'ai assuré 2 commissariats d'exposition, enfin j'ai assuré pas mal de commissariats d'exposition, mais 2 expositions plus récentes, je vous ai mis des choses récentes, donc au musée Jacques Marandré en 2013, au musée du Havre en 2016, donc 2 grandes expositions consacrées à Boudin. J'ai quelques publications scientifiques à mon actif, il faut les mentionner, donc je vous le dis, une récemment dans le Burlington Magazine, justement, sur les scènes de plage, mais c'est en anglais. Et puis des livres, disons, plus grand public, des livres d'un coût relativement modeste et donc qui présentent des œuvres de Boudin, soit les plages, soit, vous voyez, la magie des rideaux, le haut, le ciel et la mer, donc des livres qui sont faits pour bien montrer l'œuvre de Boudin. Et sans doute mon préféré, parce que voilà, on a toujours un préféré dans ces livres, c'est ce petit dictionnaire autobiographique, dans lequel j'ai fait à partir de la correspondance et des journaux de Boudin. Donc, c'est vraiment des citations de Boudin et c'est le monde vu par Boudin, mais sous forme d'un dictionnaire. Et ça a été très plaisant à faire. Ça a été vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé faire et dont je suis, je dois dire, un peu fier. Alors, j'ai fait aussi des livres parce que Boudin, Marine, etc. Donc, ça m'a amené aussi à m'intéresser à la peinture de Marine. Donc, si vous avez encore, je vous le dis, vous avez encore 15 jours pour aller voir l'Invention d'Étretat. C'est une exposition qui a lieu au musée de Fécamp, musée des pêcheries à Fécamp. Donc, ne ratez pas, c'est un peintre assez peu connu, mais qui a inventé Étretat, le peintre Eugène de Poitevin. Et puis, donc, j'ai à mon actif, évidemment, comme ça vous a été dit, des œuvres sur les femmes artistes, les femmes artistes de l'époque impressionniste, donc les pionnières, et un autre ouvrage sur Marie Cassatt, qui sont des livres assez approfondis. Et puis, devant la peintre, eh bien, c'est un roman, et je suis très heureux de vous annoncer en avant-première que la peintre vient d'obtenir un prix de l'Académie des sciences, des belles lettres et des arts de Rouen en tant que roman. Donc voilà certaines de mes publications. Voilà, maintenant, je vous remercie moi aussi beaucoup pour votre attention et peut-être, je l'espère, avez-vous des questions auxquelles, je l'espère, je serai capable de répondre. Ah, le ciel chez Boudin, important aussi dans la peinture hollandaise. Mais en 50 minutes, comment tout dire sur Boudin, vous voyez? Et donc, effectivement, Boudin, la référence, une des grandes références pour Boudin, c'est la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Et évidemment, les peintres, vous avez totalement raison, chez les peintres hollandais du XVIIe siècle, le ciel aussi fait les 3/4 de la composition. Les ciels sont très nuageux. Si Boudin va en Hollande, c'est bien parce qu'il veut voir les lieux qu'ont peint les artistes néerlandais. Alors, en plus, ce sont des peintres qui peignent leur époque. Ce sont des peintres qui vraiment ont eu un rôle extrêmement important pour l'évolution de la peinture française vers l'impressionnisme. Et effectivement, Boudin ne cachera jamais sa dette à l'égard de la peinture hollandaise. Vous avez 100% raison. Où peut-on voir? Très bonne question et j'aurais dû vous le dire. Alors, si vous voulez voir beaucoup de tableaux de Boudin, le musée
le musée Malraux au Havre, musée d'art moderne André Malraux au Havre. Le frère de Boudin, à la mort de Boudin, va donner plus de 200 œuvres de son frère, beaucoup d'études à l'huile, beaucoup d'œuvres, surtout des études d'atelier. Il va les donner à la ville du Havre. Autres œuvres au musée d'Honfleur, évidemment, ville natale. Boudin va donner des œuvres intimes, des portraits d'amis, des portraits de sa femme, etc. Il va les donner à Honfleur, il va donner des pastels, ces fameux pastels vus par Baudelaire, il va les donner à la ville d'Honfleur. Donc, vous ne pouvez pas ne pas aller à Honfleur. Après, à Orsay, vous avez très peu d'œuvres exposées de Boudin. Vous en avez à Bordeaux, un tableau à Bordeaux. Vous en avez, enfin, 2 beaux tableaux, même 3. Vous en avez à Nice, hein, je vous les ai montrés quelques-uns. Vous en avez à Reims, une belle collection, mais le musée est fermé actuellement. Et pour les grandes scènes de plage, malheureusement, il faut traverser l'Atlantique. Car toutes les grandes scènes de plage, celles que je vous ai montrées, vous avez vu, Minneapolis, Toronto, Washington, Metropolitan Museum, tous les collectionneurs, si vous voulez, alors que les Français, avant que les Français réagissent, etc., Durand-Ruel, il faut dire que le marchand des impressionnistes Durand-Ruel va vraiment vendre beaucoup d'œuvres de Boudin, et les Américains vont raffoler de ces grands tableaux, et aujourd'hui, quasiment toutes les grandes plages de Boudin sont dans des musées nord-américains. Connaissez-vous des copies d'Eugène Boudin de 1871? Ah, les copies, et évidemment. Alors, grand sujet, hein, parce que s'il y a des tableaux de Boudin avec le cachet et Monet, il y a aussi des tableaux de tas de gens avec des signatures, les plus belles signatures que j'ai jamais vues, à s'y tromper, et pourtant l'œuvre, en mon âme et conscience, n'est vraiment pas de Boudin. Quand je dis en mon âme et conscience, en général, d'ailleurs, je travaillais beaucoup avec la précédente conservatrice du musée d'Honfleur, on travaillait et on se donnait, on s'en parlait pas, on regardait les tableaux et après on se donnait notre avis. Et en général, enfin 99 fois sur 100, on était du même avis. Boudin lui-même, de son vivant, raconte que le marchand qui a vendu ses premières œuvres à Paris, qui s'appelait le Père Martin, qui était un marchand connu sur la place de Paris. Donc c'est lui qui a commencé à vendre des œuvres de Boudin. Et dans une lettre, Boudin raconte, vers la fin de sa vie, il dit « J'ai été voir le Père Martin qui m'a demandé de venir authentifier de mes tableaux qui n'étaient pas des tableaux de ma main. Et il était furieux de s'être fait rouler, lui qui a été mon premier marchand à Paris. » Et donc, le Père Martin, donc du vivant de Boudin vers la fin de sa vie, il y avait déjà des faux Boudins. Et il y a énormément de faux Bouddhas. Alors, il y en a, c'est très difficile de savoir si c'est vraiment, il y a des tableaux, c'est extrêmement difficile, il faut documenter, etc. Il y a des tableaux, si vous voulez, qui, parfois, on nous présente des tableaux parce qu'il y a 3 personnes au bord de la mer avec un ciel, on nous dit il y a une signature Boudin. Non. Vous voyez, chez Boudin, il y a une façon de peindre, il y a plein de choses, plein de paramètres qui entrent en compte, la façon de travailler. Boudin, il y a une nervosité dans la touche, il laisse en général des plages, des espaces avec très peu de matière, ce qu'on appelle des jus, puis à côté il y a des empattements dans les nuages, mais il a une façon de travailler très nerveuse, très particulière, qui est assez facilement reconnaissable. Pour autant, vous avez d'excellents faussaires et je n'aurais pas la prétention qu'il est impossible de se tromper. Et d'ailleurs, c'est un véritable sujet. Hein. Aujourd'hui, distinguer parfois les faux des vrais, sincèrement, c'est parfois extraordinairement difficile. Mais je ne suis pas l'expert officiel d'Eugène Boudin. Moi, je donne juste des avis en tant que travaillant au ministère de la Culture, au service des musées de France. Je n'ai pas le droit de faire d'expertise. Je peux juste donner des avis qui valent que ce qu'ils valent, c'est-à-dire d'être un avis. Après, ça n'est pas une véritable expertise au sens juridique du terme. En tant que novice, j'apprécie votre intervention passionnante. Merci, je vous suis très reconnaissante. Merci beaucoup. Pourriez-vous en dire un peu plus sur l'utilisation des couleurs chez Boudin? À quel point de vue vous voulez dire le choix des couleurs ou... Alors, si c'est le choix des couleurs, je dirais que... vous savez, comme il y a une oreille absolue, j'ai parfois tendance à penser que Boudin avait un œil absolu. Ces couleurs sont rigoureusement justes. Alors que chez d'autres peintres, très souvent, plus rarement, même chez Monet, parfois, vous savez, c'est un peu outré, les effets sont outrés. Chez Boudin, il n'est jamais pris en défaut, les lumières sont tout à fait, vous avez l'impression que vous allez le mettre devant le paysage, et c'est la lumière exacte, les couleurs exactes, il y a une justesse des couleurs qui est absolument nouvelle et totalement juste, totalement véridique, si vous voulez, au plus proche de ce qu'est la réalité. Ça, c'est absolument étonnant. Alors après,
il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Boudin, je vous l'ai dit, n'avait pas beaucoup d'argent, donc il le dit dans des lettres, il utilise des couleurs de moins bonne qualité. Pour autant, il sait préparer ses tableaux, et ses tableaux sont très rarement craquelés, ils sont en général de très bonne qualité. Alors, parfois, comme il peint vite, on retrouve parfois des petits poils de pinceau dans la matière. Vous regardez un nuage et hop, vous voyez un petit poil, un poil de pinceau, parce que là aussi, il achetait du matériel assez bon marché. Donc, si vous êtes peintre amateur, c'est encourageant. Il achetait du matériel bon marché parce qu'il n'avait pas les moyens d'investir dans du matériel très cher. Et donc, on voit que les pinceaux résistent pas toujours très bien. Mais voilà, l'utilisation des couleurs. Boudin dit, il travaille beaucoup dans une gamme de gris colorés. Ça, il le dit qu'il a été le peintre du gris. Alors, gris, pour lui, c'est que la lumière du soleil, la lumière naturelle, la lumière est grise. Il l'a appris de Corot, mais il va le développer. Si vous voulez, il travaille beaucoup dans des harmonies grises, de gris. Dans le petit dictionnaire Eugène Boudin, d'ailleurs, j'ai cité parce que Boudin donne sa palette. Il dit quelle couleur il utilise. Et d'ailleurs, au moment de l'exposition au musée Jacques Marandré, on avait vendu un petit kit avec les couleurs, un petit kit pour peintre amateur, avec justement précisément les couleurs mentionnées par Boudin, et où il dit à partir de ça, voilà, on peut faire. Alors, très peu de couleurs, hein, beaucoup de mélanges. Il travaille beaucoup par mélange. Il est, voilà, c'est toutes ces harmonies. C'est un harmoniste. Voilà. Typiquement, c'est un peintre harmoniste. Musique de chambre, on pourrait dire. Autant Monet dans la symphonie, vous voyez, il y a les corps, c'est du Berlioz, c'est vraiment le grand orchestre. Boudin, lui, on est dans la musique de chambre. C'est beaucoup plus ténu, beaucoup plus subtil. On n'est pas. Alors, quand je dis subtil, ça ne veut pas dire que chez Monet, c'est pas bien. Hein. Ne me faites pas dire que j'ai dit ça. Non, non. Je veux dire, c'est pas le même registre. Voilà. Alors, comment expliquer que Boudin soit moins connu que certains de ceux qui l'ont inspiré? Ah, ça fait partie des aléas vous savez, de toutes sortes d'idées, d'idées préconçues, de modes, d'effets. Vous avez des peintres vous avez des peintres extraordinaires qui sont pas du tout connus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y a un certain nombre d'artistes. Si vous regardez les publications, on publie toujours sur les mêmes artistes. C'est ce qui m'a amusé quand j'ai fait le livre Les Pionnières, par exemple, c'était de ressortir. Bon, Berthe Morisot est connu, Marie Cassatt est connue, mais Marie Bracmont, qui a participé à toutes les expositions, enfin pas toutes, mais à un certain nombre d'expositions impressionnistes, les mêmes que Marie Cassatt. Est-ce que quelqu'un connaît encore Marie Bracmont? Or, voilà une peintre qui a eu un rôle essentiel, qui a connu Monet, qui a peint Sisley, qui a connu tous ces gens-là, et aujourd'hui, plus personne ne connaît cet artiste. Voilà. Et comment ça se fait? Je suis bien en peine de vous l'expliquer. Il y a des effets de mode, c'est certain, il y a des effets de mode. Peut-être que dans 50 ans, plus personne ne voudra entendre parler de Boudin. Vous savez, il y a des peintures, aujourd'hui, pendant très longtemps, la peinture des années 1930, cette peinture très réaliste, etc., que à titre personnel, j'aime beaucoup. Mais donc, très souvent, on disait, c'est de la peinture léchée, c'est de la peinture pompier. Oui, et alors? Très bonne peinture, vous voyez. Je ne peux pas l'expliquer, si ce n'est que, voilà, il y a des modes, et puis les fluctuations du marché, et puis voilà, beaucoup de sujets qui entrent en compte. C'est que de la peinture à l'huile, mais pas du tout, pas du tout. De l'aquarelle, je vous ai montré une petite aquarelle de plage, je vous ai montré quelques petits pastels. Des dessins, j'ai évoqué, il a fait beaucoup de dessins, mais principalement pour les peintures, c'est de la peinture à l'huile, sur toile ou sur panneau de bois. Des panneaux, il explique qu'il faut prendre des panneaux d'acajou. Il a certains tableaux, c'est sur panneau d'acajou. Quand il a plus d'argent, hein, il utilise de l'acajou avant, il utilise des fonds de caisse parfois. Et puis, oui, alors il utilise de la gouache aussi pour mettre des blancs dans ses aquarelles. Il utilise beaucoup de l'aquarelle. Alors il se plaint parce que, enfin, il dit j'ai pas les moyens de m'acheter des bonnes aquarelles anglaises, donc il utilise des aquarelles françaises qui sont moins bonnes de qualité. Il peut pas s'acheter des papiers à aquarelle anglais de très bonne qualité, donc il utilise des papiers de récupération. Il explique tout ça, mais il a travaillé un petit peu à l'encre, pas beaucoup. Il fait du fusain aussi. Il explore assez, mais surtout le pastel. Le pastel, c'est vraiment un des grands pastellistes, et c'est ça qui va fasciner Baudelaire, c'est un des grands... Et n'oublions pas, Monet est un pitoyable dessinateur, je suis désolé pour les fans de Monet, mais il faut l'avouer, c'est un pitoyable dessinateur, mais c'est un remarquable pastelliste. Et auprès de qui a-t-il appris le pastel, à votre avis? Qu'est-ce que fait Boudin dans les années 50, sinon du pastel au bord de l'estuaire de la Seine? Et donc, ça, s'il y a bien un héritage que Monet a eu de Boudin, c'est la technique
extraordinaire du pastel. Alors, Monet va travailler le pastel avec une autorité et à sa manière, quoi. Monet est un peintre qui a une grande autorité dans sa façon de travailler. Boudin est plus, là encore, et parfois plus délicat. Mais enfin, lui aussi peut avoir de l'autorité. Il peut élever la voix quand il a envie. Ça lui arrive pas souvent, mais il peut. Quelle est la cote de Boudin? Oh, moi, je réponds pas sur ces sujets, sur la cote. C'est très variable selon l'origine du tableau, vous voyez, le pédigré, d'où il vient. Selon le sujet, effectivement, à Venise, c'est sûr qu'une vue de Venise, ça va être un peu plus recherché qu'une étude de vache, parce que là aussi, effet de mode, je vous ai montré des vaches, je vous ai parlé de Mondrian, etc. Moi, j'aime beaucoup les vaches à titre personnel. C'est un animal que j'apprécie beaucoup. Et j'aime bien le voir en peinture, et j'aime bien le voir en peinture par Boudin. Mais les vaches, évidemment, et comme Boudin en a peint quand même pas mal, ça fait pas des prix records. Voyez, mais les cotes, il faut vous regarder sur le site de l'Hôtel de Rouault, vous aurez les cotes, vous avez des sites qui vous donnent les cotes. Vous savez, moi je peux pas vous donner de cotes. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Et puis je suis pas commissaire-priseur, je suis pas expert non plus. C'est pas, vous voyez, moi je suis pas dans cette partie business, je dirais. Je suis plutôt dans la partie histoire de l'art. Est-ce que Boudin s'est intéressé à la photographie? Absolument, excellente question, mais que de bonnes questions. Boudin, effectivement, s'est intéressé à la photographie naissante. On le sait, comment le sait-on? Parce qu'il correspond avec un ami peintre qui va partir en Suisse par la suite, mais qui, à un moment où Boudin a travaillé à Honfleur, cet ami, lui, est à Paris. Et cet ami lui dit, vous avez utilisé la photographie comme ça doit être, on est dans les années 1850, comme ça doit être intéressant et comme ça doit être utile pour vos études. Il y a également un peintre assez important qui s'appelle Hamelin, qui est un peintre honfleurais, très joli peintre. Si vous allez au musée de Honfleur, il y a des très beaux tableaux de Hamelin, très délicats, très subtils. Et Boudin et Monet, d'ailleurs, connaissent Hamelin, fréquentent Hamelin. Et Hamelin va être le premier à ouvrir un atelier de photographie à Honfleur. Donc, vous voyez, Boudin s'est intéressé à la photographie. Alors, après, est-ce qu'il l'utilise? Question, on pourrait dire, est-ce qu'il va utiliser la photographie? Je vous donne un exemple. Il écrit à un ami havrais et il dit pour le prochain salon, je voudrais faire une vue de l'entrée du port du Havre, mais oh là là, j'ai plus d'études. Alors d'habitude, il a tous ses dessins, vous voyez, il garde tous ses dessins, Boudin, même très esquissés, mais il a tous ses dessins dans des cartons classés par thème. Et il dit, j'ai pas de bonne étude du sémaphore de l'entrée de la petite maison à l'entrée de la jetée et du sémaphore au-dessus. Est-ce que, il dit à son ami, est-ce que tu pourrais me faire une petite étude et me l'envoyer? Et cet ami va faire des photographies et envoie à Boudin des photographies. Et Boudin lui répond, on est dans les années 80, hein, et Boudin lui dit, ouais, bon, tes photographies, c'est bien, mais bon, tant pis, je ferai un autre sujet au salon, j'irai étudier sur place, ça sera mieux. Donc, vous voyez les limites de la photographie. Mais il s'y intéresse à la photographie. Pour autant, il ne l'utilise pas. Peut-on dire que Boudin est un des précurseurs de la peinture abstraite au même titre que Turner? Of course. Oui, après, on peut voir des précurseurs de l'abstraction un peu partout, et c'est vrai que c'est un peu, j'allais dire tiré par les cheveux, je suis mal placé pour dire ça, mais on pourrait dire que, évidemment, on voit des précurseurs de l'abstraction partout. C'est vrai, et vous avez raison, Turner est un précurseur de l'abstraction. Alors, je corrige tout de suite une idée reçue, préconçue, un article dans un journal national, un quotidien national très connu, quand on a fait l'exposition au musée Jacques-Marandré, et le critique, dans cet article de journal, dit « Cette exposition est très bien, mais elle ne mentionne pas que le fait que Boudin… » je prends le ton un peu pontifiant hein, du critique, que Boudin a été très influencé par Turner, évidemment, sauf que, pas du tout, monsieur, puisque on a dans les lettres de Boudin une lettre dans les années 1890, c'est-à-dire vraiment à la fin de sa vie, où il dit « Il y a actuellement une exposition d'œuvres de Turner à Paris, c'est une découverte ». Donc, ça veut dire que Boudin oubliait l'idée de « Ah ben oui, il a vu Turner », c'est pas vrai. Il n'a jamais vu Turner. Il l'a vu, si, mais à la fin de sa vie. Donc, il n'y a pas eu d'influence. Idée reçue, idée fausse. Il y en a plein autour de Boudin, je vous rassure. Mais bon, il a été, Turner, vous avez raison, a été un précurseur de la peinture abstraite. Mais vous savez, quand Monet, pendant la guerre de 1870, Monet se réfugie à Londres. Il va regarder deux artistes, il va regarder Turner, évidemment. Alors, on dit toujours l'influence de Turner, mais
Pissarro, à la fin de sa vie, dans une lettre, va dire « Ouais, c'est vrai, on a regardé Turner en 1870, mais on a surtout regardé Claude Lorrain, notre peintre français, notre cher Claude Lorrain, que Boudin admirait particulièrement, peintre tout en subtilité. Et en fait, quand Monet et Pissarro reviennent à une peinture beaucoup plus atmosphérique, etc., c'est certes l'influence de Turner, mais c'est aussi beaucoup, en tout cas, Pissarro l'affirme dans sa correspondance, l'influence de Claude Lorrain, parce que les Anglais ont toujours aimé Claude Lorrain, et il y en a une superbe collection en Grande-Bretagne. Est-il exact que Monet a planté son chevalet sur la plage d'Étretat? Mais oui, il a même failli s'y noyer. Vous vous rendez compte? Horrible histoire qu'il raconte dans sa correspondance. Et pardon. Donc, Monet, évidemment, voyage, lui aussi, il aime bien aller peindre, etc. Et il raconte à sa femme, Alice Ogden, que tout occupé à peindre la falaise d'Étretat, il n'a pas fait attention que la marée montait et que il a été bousculé par le flot, que son tableau a été emporté, que lui, il était complètement barbouillé de peinture à l'huile et qu'il a bien failli se noyer. Donc, vous voyez, ne croyez pas que la vie de peintre est de tout repos. Nos peintres impressionnistes risquent leur peau. D'ailleurs, Boudin en parle en permanence de ce sujet. Ils ont un ami, un peintre honfleurais, qui s'appelle Cals, enfin, qui n'était pas né à Honfleur, mais qui est mort à Honfleur, qui a vécu à Honfleur. Et quand Cals meurt, Boudin écrit « Le malheureux, il a hâté sa vie, de toute façon, il travaillait dehors par tous les temps. » Vous voyez, le froid, la tempête, etc. Alors, d'ailleurs, un critique, là aussi, va voir Monet un mois d'été et il dit, on se retrouve à 4 heures du matin en train de marcher dans les prairies détrempées, il fait froid, etc. Vous voyez, ils vont travailler en plein air. Et alors Clémenceau, qui est notre tigre national, qui va être un ami de Monet, il y a une lettre dans laquelle Clémenceau se moque un peu de Monet en lui disant parce que Monet a un peu des problèmes de santé et Clémenceau, vous savez, qui était médecin, lui dit « Je suis sûr que vous devez pester parce que votre médecin a dû vous interdire votre petit schnick. » Alors le schnick, c'est quoi? C'était dans les armées, on disait du schnick. En fait, c'est de l'eau de vie, c'est un petit verre de calva ou d'eau de vie. Parce que comme les pêcheurs et comme les agriculteurs, les paysans, Monet se lève à l'aurore, il va travailler sur le motif et quand il rentre, il a froid et à l'époque, on a la considération qu'un petit verre d'eau de vie, ça réchauffe et donc il boit ce petit verre d'eau de vie. Et donc, voilà. Donc, nos peintres mènent une vie un peu risquée en travaillant en plein air. Pardon. Peut-on dire que Boudin, tout comme Canaletto et Céveduta, peut-on dire que Boudin s'est inspiré de la bourgeoisie pour vendre ses peintures? On aurait pu le dire s'il avait vendu ses peintures. Malheureusement, il n'a pas vendu ses peintures. Vous savez, je vous l'ai dit, il les a mal vendues. Il les a vendues, il peste, lui aussi, il dit c'est quand même malheureux de penser que ça va être nos neveux qui vont hériter qui vont tirer les bénéfices de ce qu'on aura fait. Et vous voyez, il n'a pas. Si vous voulez, il peint des ports, il peint des marines. Alors, vous allez me dire, c'est indirectement la bourgeoisie, parce que la bourgeoisie, sur le port de Bordeaux, elle joue un rôle important, elle gagne de l'argent, etc. L'affaire du coton, effectivement, c'est, là encore, je n'ai pas approfondi l'affaire du coton. Je disais, Baudin dit, pas de coton, pas de tableau. Pourquoi? Parce que, sujet assez sensible, toute la Normandie et une partie de la France vit du coton, vraiment l'industrie cotonnière. Et la ville du Havre va bien parce qu'on importe du coton massivement. On l'importe de où? Du sud des États-Unis. Et guerre de sécession. Guerre de sécession, que se passe-t-il? Eh bien, on n'importe plus de coton du sud des États-Unis. Et vous savez que la France est majoritairement pour les confédérés et pas pour le Nord. Elle est plutôt pour les États esclavagistes en disant et notre coton, on a besoin de coton. Et il n'y a plus de coton qui arrive. Donc, pénurie. Alors, on a appelé ça la famine de coton. Donc, il faut savoir que beaucoup de gens, y compris dans le monde agricole, les gens font du tissage chez eux du coton, mais il y a des filatures, il y a des industries, etc. Et on essaie un peu de lancer le lin, mais ça marche pas très bien. Et donc, l'économie normande va s'effondrer dans les années 1860, au cours des années 1860, à cause de la guerre de sécession et à cause de la pénurie de coton. Et donc, la bourgeoisie, elle achète pas trop, elle achète ses peintures indirectement quand elle a de l'argent. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à votre question, je l'espère. Ceci sera la dernière question. Ah oui.
Oui, parce que sinon, à 2 heures du matin, on sera encore là et couvre-feu oblige, on peut pas, hein, on peut pas se permettre. Alors, merci beaucoup, mais c'est moi qui vous remercie. Très bien, bah, écoutez, merci. Je vous remercie pour ce mot. Écoutez, j'espère vous avoir fait passer un peu de ma passion pour cet artiste très attachant, personnalité extrêmement attachante. Et j'espère que vous irez découvrir ces tableaux et vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir les tableaux d'Eugène Boudin. Merci beaucoup.